À l'Action de grâce, chaque membre de la fratrie a été remercié dans un discours, sauf moi. J'ai souri, pris une photo et je me suis éclipsée. Ce soir-là, ma mère m'a appelé en sanglotant après avoir lu ma légende. La salle à manger sentait la sauge et le beurre, une combinaison que j'aimais avant qu'elle ne devienne synonyme de mise en scène et de faux-semblants. 37 personnes s'étaient entassées dans la maison de mes parents pour cette action de grâce, et j'étais la seule à savoir que je ne reviendrai jamais. Je m'appelle Jennifer Ray, bien que tous les membres de ma famille m'appellent Jen quand ils se souviennent de mon existence. J'ai 32 ans, je suis l'enfant du milieu d'une fratrie de 5, et j'ai passé 3 décennies à perfectionner l'art d'être invisible. Mon frère aîné, Marcus, est chirurgien cardiovasculaire. Ma sœur aînée, Lorraine, dirige une organisation à but non lucratif qui construit des écoles au Guatemala. Mon frère cadet, Todd, vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat. Ma petite sœur, Emma, enseigne aux enfants ayant des besoins spécifiques et a été citée dans 2 revues d'éducation différentes. Et puis, il y a moi. Je suis illustratrice médicale, ce qui semble impressionnant jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans une pièce pleine de gens qui pensent que dessiner des intestins est ce que l'on fait quand on n'est pas capable de pratiquer la vraie médecine. Je gagne un salaire à 6 chiffres en travaillant en freelance pour des éditeurs de manuels scolaires et des sociétés pharmaceutiques, mais curieusement, cela n'est jamais mentionné lors des réunions de famille. La dinde était parfaite cette année-là, dorée et luisante sous le lustre que ma mère avait insisté pour installer au printemps dernier. Elle m'avait appelé en mars pour savoir si celui de Pottery Barn ou celui de West Elm faisait plus élégant. J'avais passé 40 minutes au téléphone avec elle, cherchant les 2 options, comparant les finitions et les dimensions. Elle a choisi celui de West Elm. Quand il est arrivé et qu'elle a publié une photo sur Facebook, elle a remercié Lorraine de l'avoir aidée à choisir. J'aurais dû savoir alors ce que cette action de grâce me réserverait. Mon père se tenait en bout de table, verre de vin levé, ses cheveux argentés captant la lumière de ce maudit lustre. Il a toujours été un homme à discours. Un professeur d'anglais à la retraite qui n'a jamais rencontré un moment qu'il ne pouvait transformer en conférence. Tout le monde s'était installé à sa place, les fourchettes et les couteaux disposés avec soin, la belle porcelaine sortie car nous recevions des cousins de l'Oregon. Je veux prendre un moment, commença papa, sa voix portant cette qualité théâtrale qu'il avait perfectionnée durant 40 ans à enseigner la poésie romantique, pour exprimer ma gratitude envers les individus remarquables assis à cette table. Mon estomac se noua. J'avais déjà entendu ce discours sous diverses formes lors d'innombrables dîners, fêtes et anniversaires. Marcus, continua-t-il en se tournant vers mon frère à sa droite, tu as sauvé 3 vies ce mois-ci seulement. 3 familles ont pu garder leur père, leur mari, leur fils, grâce à ton talent et à ton dévouement. Ta mère et moi sommes en admiration devant toi. Marcus fit son petit hochement de tête humble, celui qu'il pratiquait devant le miroir depuis le lycée. Sa femme Rebecca lui serra la main, rayonnante. Lorraine, ma chérie, papa pivota vers ma sœur en face de lui, les photos que tu as envoyées du Honduras le mois dernier ont ému ta mère aux larmes. Voir ces enfants entrer dans une école que tu as construite, avec de vrais bureaux. Des livres et des fournitures. C'est le genre d'héritage dont la plupart des gens ne font que rêver. Lorraine essuya ses yeux, toujours la plus émotive. Son mari David passa un bras autour de ses épaules. Todd, mon garçon, la voix de papa s'enfla de fierté en regardant mon jeune frère, associé à 30 ans. Quand je pense aux longues heures que tu as fournies, au procès que tu as gagné, aux clients que tu as aidés, je vois un homme qui comprend ce que signifie se battre pour la justice. Todd leva son propre verre en signe de reconnaissance, sa fiancée Michelle étant pratiquement rayonnante à ses côtés. Et Emma, la voix de papa s'adoucit comme elle le faisait toujours pour le bébé de la famille, ce que tu fais chaque jour, la patience dont tu fais preuve, l'amour que tu donnes à des enfants que d'autres ont abandonnés. C'est un travail divin. C'est ce qui rend le monde meilleur. Emma rougit, baissant la tête contre l'épaule de sa petite amie Sarah. Papa parcourut la table du regard, ses yeux glissant sur moi comme si je faisais partie du papier peint, et leva son verre plus haut. À mes enfants, vous me rendez fiers chaque jour. La table éclata en un chœur de viva et de tintements de verre. J'ai levé le mien aussi, le cristal captant la lumière, et j'ai souri. J'ai toujours été douée pour sourire quand j'ai mal. Personne ne l'a remarqué. Personne ne le remarquait jamais. Ma mère pleurait déjà, tamponnant ses yeux avec sa serviette, celle en dentelle qu'elle avait brodée elle-même. Elle se leva, chancelante, et j'ai pensé qu'elle allait peut-être ajouter quelque chose au discours de papa. Peut-être qu'elle se souviendrait soudainement que nous étions 5, pas 4. Je vais chercher la tarte, dit-elle à la place, se précipitant vers la cuisine. J'ai reposé mon verre avec précaution, précisément, de la manière dont j'avais appris à tout faire dans cette maison sans faire de bruit ni de vagues. Les conversations autour de moi s'amplifièrent.
Tout le monde félicitait tout le monde. Marcus se lançait dans le récit d'une chirurgie particulièrement complexe. Lorraine montrait des photos sur son téléphone à tante Patricia. Mon cousin Dylan, qui a 23 ans et étudie les sciences de l'environnement à Berkeley, se pencha vers moi depuis son siège. C'était assez intense, hein? Ton père se donne vraiment à fond. Il est passionné, ai-je dit, gardant une voix neutre. Qu'est-ce que tu fais déjà? J'oublie toujours. Je le lui avais dit 3 fois lors de précédentes réunions de famille, mais j'ai souri quand même. Illustration médicale. Je dessine des images anatomiques pour des manuels et du matériel pédagogique. Ah, cool, dit-il sur ce ton que les gens utilisent pour signifier le contraire. Puis il se tourna vers Todd pour lui poser une question juridique. J'ai reculé ma chaise. Le mouvement fut fluide, pratiqué, ne générant qu'un murmure de son contre le parquet. Je me suis levé, ramassant mon téléphone que j'avais posé face contre table à côté de mon assiette, et me suis dirigé vers le couloir où tout le monde avait laissé son manteau. Jen, où vas-tu? Ma mère apparut de la cuisine, 3 tartes en équilibre dans les bras. Nous n'avons pas encore pris le dessert. J'ai juste besoin de chercher quelque chose dans ma voiture. Ai-je menti? Je suis devenue douée pour ça aussi. Avant de partir, j'ai fait quelque chose que je préparais depuis que mon père avait commencé son discours. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai levé. Tout le monde, serrez-vous pour une photo. Ils se sont tous tournés, souriants, ces sourires parfaits et pratiqués. La famille dorée rétro-éclairée par ce magnifique lustre. La main de papa sur l'épaule de Marcus. Maman entre Lorraine et Emma. Todd et sa fiancée à l'arrière. Même les membres de la famille élargie, les cousins, tantes et oncles, tous pressés les uns contre les autres dans une image de bonheur familial absolu. J'ai pris la photo, tout le monde figé dans son bonheur. Et puis j'en ai pris une autre pour la forme. C'est bon. Ai-je lancé joyeusement. Elles seront superbes. Envoilées sur le groupe familial, dit Lorraine, se tournant déjà vers sa conversation. J'ai attrapé mon manteau dans le placard, un caban en laine anthracite que je m'étais offert Noël dernier parce que celui de ma mère était allé à Emma, et je me suis glissée dehors dans le froid de novembre. Le trajet jusqu'à mon appartement dans le centre-ville de Portland a pris 45 minutes. Je vivais dans un ancien entrepôt réaménagé avec des fenêtres du sol au plafond et des briques apparentes, le genre d'endroit dont je rêvais depuis l'école d'art. Je l'avais acheté moi-même il y a 3 ans, comptant, sans hypothèque, parce que le freelance paie bien quand on est doué. J'en avais parlé à mes parents lors de la signature. Ma mère m'avait dit « C'est gentil, ma chérie », puis elle avait passé 20 minutes à me parler du prix qu'Emma avait remporté auprès de son district scolaire. J'ai jeté mes clés dans le bol près de la porte, pendu mon manteau et je me suis assise sur mon canapé en velours avec mon ordinateur. L'appartement était calme, hormis le son lointain de la circulation et mon voisin, qui écoutait Miles Davis à travers les murs fins. J'ai ouvert Instagram, une plateforme que j'utilisais rarement, sauf pour publier une illustration terminée de temps en temps ou une photo de mon chat, Rembrandt. J'ai téléchargé la photo de famille, celle où tout le monde avait l'air si parfait, si complet, si totalement satisfait de soi-même. Puis j'ai écrit la légende. Je l'ai réécrite 4 fois. La première version était trop colérique. La seconde trop triste. La troisième essayait d'être drôle et tombait à plat. La quatrième, par contre, était parfaite. Action de grâce 2024, ai-je tapé. Reconnaissante envers la famille qui m'a appris que je n'avais pas besoin d'elle. Papa a fait un beau discours aujourd'hui pour remercier Marcus de sauver des vies, Lorraine de construire des écoles, Todd de se battre pour la justice et Emma d'enseigner avec patience. Il a remercié tous ses enfants. Enfin, tous ceux dont il se souvient de l'existence. Aux parents qui m'ont élevé pour que je connaisse ma valeur en me montrant que je n'en avais aucune à leurs yeux. Merci. Vous m'avez appris à dresser ma propre table. 20 ans passés à la vôtre en espérant être vu, c'était assez. Ce sourire est le dernier que vous recevrez de moi. Action de grâce, photo de famille, le dernier repas, croissant salé de l'Avent. Ma main a hésité au-dessus du bouton publier. J'ai pensé à l'effacer. J'ai pensé aux conséquences. J'ai pensé à l'image que cela renverrait, à la façon dont les gens me jugeraient, à la réaction de ma famille. Puis j'ai pensé aux yeux de mon père glissant sur moi comme si j'étais un meuble. J'ai pensé à l'enfant de 11 ans que j'étais, gagnant le concours d'art de l'État, rentrant avec un trophée, un certificat et une bourse pour un programme d'été, pour que ma mère y jette à peine un œil et dise « C'est merveilleux, Jen. Marcus, raconte à ta sœur ton projet pour l'Expo Science. » J'ai pensé au moment où j'avais 16 ans et que j'avais été acceptée d'avance à l'Ariste, l'une des meilleures écoles d'art du pays, et que le dîner de célébration avait été éclipsé par l'annonce de Lorraine qui partait faire du bénévolat en Équateur pour un semestre.
J'ai pensé à mes 25 ans, quand j'ai décroché mon premier contrat majeur avec une maison d'édition pour 40 000 $, appelant à la maison tout excité, pour entendre mon père dire « C'est bien pour toi, ma chérie. Est-ce que tu sais que Todd a réussi l'examen du barreau ?» J'ai pensé à chaque anniversaire où mon gâteau était plus petit, chaque Noël où mes cadeaux étaient moins nombreux, chaque réussite accueillie par des demi-compliments distraits avant que la conversation ne bifurque vers quelqu'un d'autre. J'ai cliqué sur publier. La réponse fut immédiate. En 10 minutes, j'avais 50 mentions j'aime. En 20 minutes, 100 commentaires commençaient à affluer de la part d'amis de l'école d'art, de collègues de la communauté de l'illustration médicale, de gens rencontrés lors de conférences et d'ateliers au fil des ans. Les notifications s'enchaînaient, un flux constant de validation que je n'avais jamais cherché mais dont j'avais soudain désespérément besoin. Ma colocataire de première année à l'université, à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans, a commenté. Je me souviens de toi en train de pleurer après les week-ends familiaux quand les parents de tous les autres restaient tout le temps et que les tiens partaient après 1 heure. Tu méritais tellement mieux à l'époque, et tu mérites mieux maintenant. Un collègue d'une conférence médicale à Chicago a écrit « Quand vous avez présenté votre série d'illustrations cardiaques l'année dernière. J'ai vu 3 participants pleurer parce que votre travail les a aidés à enfin comprendre la procédure qui a sauvé leur vie. Vos parents n'ont aucune idée de qui vous êtes. » La docteure Patricia Wynne, chef du département d'anatomie à Johns Hopkins, qui m'avait commandé 4 projets majeurs, a publié. Jennifer est l'une des illustratrices médicales les plus talentueuses aujourd'hui. Ses contributions à l'éducation médicale sont incommensurables. N'importe quelle famille serait chanceuse de la voir. Je suis restée assise à lire commentaire après commentaire, regardant le chiffre grimper de plus en plus haut. La publication avait été partagée en story, puis repartagée ailleurs, puis dans un groupe de soutien sur l'éloignement familial. Des gens que je n'avais jamais rencontrés s'y intéressaient, s'y identifiaient, trouvant des morceaux de leur propre histoire dans la mienne. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon ami Michael, un autre illustrateur médical à qui j'avais servi de mentor il y a des années. Bordel de merde, Jen. Je viens de voir ce que tu as posté. Tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Je peux être chez toi dans 20 minutes. J'ai répondu, je vais bien. Vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. Il a répondu immédiatement. Tu te souviens du projet que je t'ai aidé à décrocher avec l'éditeur d'orthopédie? Je leur ai dit que tu étais la meilleure du métier et que travailler avec toi avait changé toute mon approche. Ils voulaient t'embaucher toi plutôt que moi. C'est dire à quel point tu es doué. Ta famille passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Le problème quand on est ignoré toute sa vie, c'est que l'on finit par l'intérioriser. On commence à croire que l'on ne vaut peut-être pas la peine d'être remarqué, que nos accomplissements ne sont pas si impressionnants, que tous les autres méritent vraiment plus d'attention et d'éloges. On se convainc que l'on est trop sensible, trop exigeante, trop en demande d'une reconnaissance que l'on n'a pas méritée. Mais assise là, à lire message après message de gens qui voyaient ma valeur, qui appréciaient mon travail, qui comprenaient exactement ce que je vivais, quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces années de doute, de remise en question, à me demander si j'imaginais ce délaissement ou si j'exagérais la douleur, se sont soudainement cristallisées en une clarté totale. Je n'imaginais rien. C'était réel. Cela avait toujours été réel. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Jennifer est? Demanda une voix de femme, professionnelle et chaleureuse. Oui, c'est moi. Ici Angela Martinez. Du New York Times. J'espère que je ne vous dérange pas. Un collègue m'a envoyé votre publication Instagram et je travaille sur un article concernant les enfants adultes qui fixent des limites face à des dynamiques familiales toxiques. Seriez-vous intéressé pour me parler de votre expérience? J'ai failli dire non. L'idée de partager mon histoire au-delà d'Instagram, de l'avoir imprimée dans un vrai journal que mes parents verraient inévitablement, ressemblait à une escalade. Mais j'ai pensé à tous ces commentaires de gens qui s'étaient sentis moins seuls parce que j'avais été honnête. Et j'ai pensé à combien de personnes supplémentaires auraient besoin d'entendre cela. Oui, ai-je dit. Ça m'intéresse. Nous avons parlé pendant 45 minutes. Angela était gentille et perspicace, posant des questions qui me faisaient réfléchir à des schémas que je n'avais jamais pleinement articulés. Elle avait vécu quelque chose de similaire avec sa propre famille, me confia-t-elle, et il lui avait fallu attendre l'âge de 40 ans pour enfin établir des limites protégeant sa santé mentale. Le plus dur, dit-elle, c'était d'accepter qu'ils n'allaient pas changer, que je ne pouvais pas leur faire voir ce qu'ils avaient fait. Je ne pouvais contrôler que ma réaction. Après avoir raccroché, je me sentais à la fois épuisée et pleine d'énergie. Raconter cette histoire à voix haute à une étrangère qui comprenait était cathartique d'une manière que je n'avais pas prévue.
Les commentaires sur mon post continuaient d'affluer. Quelqu'un a partagé une citation: « On ne peut pas guérir dans l'environnement même qui nous a rendus malades ». Quelqu'un d'autre a posté un lien vers un article sur les « enfants boucs émissaires » dans les familles ayant le « syndrome de l'enfant prodige ». Je n'avais jamais entendu ces termes auparavant, mais les lire, c'était comme lire ma propre biographie. Putain de Jen. Je suis tellement désolée. C'est déchirant. Tu mérites tellement mieux. La force qu'il faut pour s'éloigner de la toxicité, même familiale, est incroyable. Fière de toi. Je me demandais toujours pourquoi tu ne parlais jamais de ta famille. Maintenant je comprends. J'ai fait des captures d'écran de plusieurs des commentaires les plus significatifs et je les ai enregistrés dans un dossier sur mon téléphone intitulé « Preuve ». Preuve que je n'étais pas folle. Preuve que ce qui s'était passé était réel. Preuve que d'autres personnes pouvaient voir ce que ma famille n'avait jamais pu voir. Vers minuit, ma conseillère d'université de la RIST a commenté. La professeure Hélène Cartwright avait été l'une des premières personnes à vraiment voir mon potentiel, à me pousser au-delà de ce que je pensais être capable de créer. Son commentaire était simple mais percutant. Je me souviens avoir rencontré vos parents lors de la remise des diplômes. Ils ont passé tout leur temps à parler de l'acceptation de votre frère en école de médecine. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange qu'il mentionne à peine le fait que vous veniez de remporter le prix d'excellence du département. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait. Vous étiez extraordinaire alors. Et vous êtes extraordinaire maintenant. J'ai pleuré en lisant cela. Pas des larmes de tristesse, mais autre chose. Du soulagement, peut-être. De la validation. Savoir que je n'avais pas été invisible pour tout le monde, que certaines personnes avaient vu la dynamique, même si elles n'avaient pas su comment l'aborder. Mon téléphone a vibré. C'était un appel de Rachel, une autre illustratrice médicale. « Je viens de voir ton post », dit-elle sans préambule. « Tu vas bien ? Tu veux que je vienne ? » « Je vais bien », lui ai-je dit. Et le plus bizarre, c'est que je le pensais vraiment. Je vais vraiment bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai parlé du discours, de la façon méticuleuse dont j'avais été effacée, de ce schéma qui durait depuis toujours. Rachel écoutait, émettant des bruits de sympathie. Et quand j'ai eu fini, elle a dit « Tu sais quoi ? Qu'ils aillent se faire foutre. Tu es la personne la plus talentueuse que je connaisse. Tu as un succès fou, et tu as tout fait sans eux. Tu n'as pas besoin de leur reconnaissance. » Nous avons parlé pendant 1 heure, et au moment où nous avons raccroché, ma publication Instagram avait plus de 500 mentions j'aime, et les commentaires arrivaient toujours. Certains venaient de gens que je ne connaissais même pas, des gens qui l'avaient vu partagé par des amis communs, des gens qui s'identifiaient à ce sentiment d'être ignorés et sous-estimés. Le post continuait de se propager. À 1 heure du matin, il avait été partagé dans 3 groupes Facebook différents sur l'éloignement familial. À 2 heures, quelqu'un en avait fait une capture d'écran pour la poster sur Twitter, où elle gagnait encore plus de terrain. Les gens la décortiquaient, l'analysaient, partageaient leurs propres histoires en réponse. Un fil Twitter a particulièrement attiré mon attention. Une thérapeute nommée Dr Sarah Brennan avait cité ma légende et écrit un long fil sur la parentification et le délaissement émotionnel dans les familles, quand les parents privilégient systématiquement certains enfants par rapport à d'autres. Il crée une hiérarchie qui blesse toutes les personnes impliquées. L'enfant oublié apprend qu'il doit être parfait pour obtenir des miettes d'attention. Les enfants prodiges apprennent que l'amour est conditionné par la réussite. Personne ne gagne dans cette dynamique. Elle m'a identifié et soudain mes notifications Instagram ont été inondées de nouveaux abonnés venant de Twitter, des défenseurs de la santé mentale, d'autres thérapeutes, des gens travaillant dans le conseil familial. Mon nombre d'abonnés est passé de 800 à plus de 3000 en quelques heures. J'aurais dû être dépassée. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme. C'était la bonne décision. Dire ma vérité, la laisser résonner dans le monde, la voir faire écho chez d'autres qui avaient ressenti la même douleur. Voilà à quoi ressemblait la guérison. Vers 3 heures du matin, j'ai enfin posé mon téléphone et essayé de dormir. Rembrandt, mon chat tabirou, s'est blotti contre moi en ronronnant régulièrement. Je l'avais adopté il y a 2 ans dans un refuge, une petite chose gringalette qui avait été ignorée parce qu'il n'était plus un chaton. Parce qu'il avait la queue tordue, parce qu'il n'était pas parfait pour Instagram. Nous nous étions compris immédiatement. Juste toi et moi, Rem, ai-je chuchoté en le grattant derrière son oreille déchirée. On a besoin de personne d'autre. Mais ce n'était plus tout à fait vrai, n'est-ce pas ? J'avais Rachel. J'avais mes collègues et amis et la communauté que j'avais bâtie. J'avais des gens qui me voyaient vraiment, sans que j'aie à mendier pour cela.
Le sommeil finit par venir, et avec lui des rêves de table qui s'étendaient à l'infini avec des chaises vides et des assiettes pleines, et personne ne m'appelait. Puis mon téléphone a sonné. Un appel de maman. J'ai fixé l'écran, regardant son nom clignoter encore et encore. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Jennifer Marie Hayes. Sa voix était lourde de larmes, brisée et haletante. Comment as-tu pu poster une chose pareille à la vue du monde entier? Salut, maman. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ton père est dévasté. Marcus a appelé, il est furieux. Lorraine pleure. Tu as couvert de honte toute la famille. Ah bon? Ma voix était calme, posée. Parce que de là où je suis, j'ai simplement dit la vérité. Ce n'est pas la vérité. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Comment peux-tu dire que nous ne t'apprécions pas? C'était quand la dernière fois que tu m'as posé une question sur mon travail, maman? De vraies questions, pas juste un « ça va le boulot » en passant. C'était quand la dernière fois que tu as fêté une de mes réussites? Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration saccadée et humide. J'ai acheté mon appartement il y a 3 ans, ai-je continué. Pay Compton. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais que j'ai été publié dans le Journal of Biomedical Communication l'année dernière? Savais-tu que j'ai illustré 3 chapitres du manuel d'anatomie, le plus utilisé dans les facultés de médecine du pays? Savais-tu que des chirurgiens, y compris ton précieux Marcus, regardent mon travail chaque jour pour apprendre à sauver des vies? Jen, ce n'est pas juste. Est-ce que tu savais tout ça, maman? Encore le silence. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Parce que tu n'as jamais demandé. En 32 ans, toi et papa avaient fait comprendre très clairement quel était mon rang dans cette famille. La toute dernière. Derrière la carrière de chirurgien de Marcus, l'ONG de Lorraine. Les victoires juridiques de Todd et les prix d'enseignement d'Emma. Toujours la dernière. Toujours invisible. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle, mais sans aucune conviction. Papa a fait un discours ce soir pour remercier tous ses enfants. Il a nommé 4 personnes, maman. 4. J'étais assise juste là. J'ai été assise là toute ma vie, à attendre que quelqu'un me remarque. Et ce soir, j'ai enfin compris que vous ne le ferez jamais. Tu es dramatique. Tu interprètes mal. Je suis honnête, enfin, et tu ne le supportes pas parce que cela te tend un miroir et te force à voir ce que vous avez fait. Les pleurs de ma mère s'intensifièrent. S'il te plaît, retire ça. S'il te plaît, Jen. Les gens appellent. Ta tante Patricia l'a vu. Les voisins l'ont vu. C'est humiliant. Pour qui? Pour toi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? Pas du fait que je sois blessée. Pas du fait que j'en ai fini. Mais du fait que les gens sachent. Que l'image de ta famille parfaite soit fissurée. Je t'en supplie. S'il te plaît. On peut en parler. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger, maman. Je ne suis plus en colère. Je ne suis plus blessée. J'ai simplement fini. Tu ne le penses pas, mais si, je le pensais. Debout dans mon bel appartement que j'avais gagné par mon talent, mon travail acharné et ma détermination, regardant les dizaines d'illustrations encadrées sur mes murs, les prix que j'avais gagnés, la vie que j'avais bâtie entièrement par moi-même. Je le pensais plus que tout ce que j'avais pu penser auparavant. J'ai besoin d'espace, ai-je dit. Beaucoup d'espace. Peut-être pour toujours. Je n'ai pas encore décidé. Jen, s'il te plaît. J'ai raccroché. Le téléphone a ressonné immédiatement. J'ai rejeté l'appel. Il a sonné encore 8 fois durant l'heure qui a suivi, venant de divers membres de la famille. Marcus a laissé un message vocal, me traitant d'égoïste et de personne en manque d'attention. Lorraine a envoyé un long SMS disant que je blessais les sentiments de maman pendant les fêtes. Le message de Todd était court, très mature, Jen. Emma fut la seule à me faire hésiter. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je suis là si tu veux parler. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, je me suis préparé une tasse de thé, le mélange de jasmin raffiné que j'avais acheté dans une boutique locale, et je me suis assise près de ma fenêtre pour regarder les lumières de la ville. Ma publication Instagram avait dépassé les 1000 mentions j'aime. Désormais, la section des commentaires était devenue un groupe de soutien, où les gens partageaient leurs propres histoires de délaissement familial et la décision difficile de s'en aller. Un commentaire m'a marqué, la famille dans laquelle on n'est né que de la biologie. La famille que l'on choisit, c'est l'amour. J'avais passé tellement de temps à essayer de gagner l'amour de gens qui n'allaient jamais me le donner comme j'en avais besoin. Je m'étais pliée en 4,
J'étais restée silencieuse quand j'avais envie de hurler, j'avais souri malgré la douleur et accepté des miettes en les regardant festoyer à une table où il n'y avait pas de couvert pour moi. Mon téléphone vibra. Un SMS de Rachel. Viens demain. Friendsgiving. On fait la totale. Dinde, farce, tarte, tout. Ta famille, Jen, ta vraie famille. J'ai souri, et cette fois ce n'était pas pour la forme. C'était sincère. Au cours des jours suivants, les messages de ma famille ont continué. Maman appelait chaque matin. Papa envoyait des emails, de longs textes décousus sur les malentendus et les points de vue. Marcus a ensayé la culpabilité. Lorraine a tenté l'émotion. Toda ensayé la logique. Emma répétait simplement qu'elle voulait comprendre. Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai pas renvoyé de réponse colérique. Je n'ai simplement pas répondu. Une semaine après l'Action de grâce, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je l'ai vue via la caméra de la porte, debout dans le couloir, l'air petite et fatiguée. Elle a frappé 3 fois, a attendu, a frappé encore. Je n'ai pas répondu. Elle est restée là pendant 15 minutes avant de partir, et je l'ai regardée via la caméra s'éloigner, les épaules secouées de sanglots. Une partie de moi se sentait coupable. Cette partie entraînée depuis l'enfance à faire passer les sentiments des autres avant les miens, à arrondir les angles, à faire la paix. Mais une plus grande partie de moi, celle qui était fatiguée d'être rabaissée, est restée ferme. 2 semaines après l'Action de grâce, j'ai reçu un appel d'Emma. Contre mon premier instinct, j'ai répondu. J'ai parlé à maman et papa, dit-elle. Je leur ai vraiment parlé. Je les ai forcés à s'asseoir et à écouter. Jen, je n'avais aucune idée. Aucune idée de quoi? De la façon dont ils te traitaient. Je veux dire, je savais qu'ils se concentraient sur nous, mais je ne réalisais pas que c'était à ce point. J'étais la plus jeune, j'étais dans mon monde. J'ai juste supposé. Sa voix s'éteignit. Je suis désolée. J'aurais dû remarquer. J'aurais dû dire quelque chose. Ce n'est pas ta faute, EM. On peut prendre un café? Juste toi et moi. Je n'essaierai pas de te convaincre de te réconcilier ou quoi que ce soit. Je veux juste te voir. J'y ai réfléchi. Emma avait toujours été la plus gentille de mes frères et sœurs, la moins compétitive, la plus sincère, et elle n'était qu'une enfant pendant la pire période. Trop jeune pour comprendre les dynamiques familiales. D'accord, ai-je dit. Un café. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit près de Powell's Books 3 jours plus tard. Emma avait l'air nerveuse, tripotant sa tasse, ses cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné. Elle avait toujours été la plus décontractée d'entre nous, celle qui portait son cœur en bandoulière. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-elle, à notre enfance, au dîner de famille et aux fêtes. Et tu as raison. Jen. Ils t'ont négligé constamment. Je me souviens quand tu as gagné ce concours d'art au lycée et que personne n'en a fait tout un plat. Je me souviens de ton acceptation à l'université. Elle a été enterrée sous ma fête de fin de collège. Je me souviens de tellement de petits moments où tu as juste été mise de côté. Pourquoi n'as-tu rien dit à l'époque? Elle baissa les yeux vers son café. Honnêtement, parce que je recevais toute l'attention et que c'était agréable, et j'étais trop jeune et égoïste pour penser à ce que ça signifiait pour toi. Je n'en suis pas fière. Au moins, tu es honnête. Maman est une épave. Papa aussi. Il n'arrête pas de dire qu'il ne le faisait pas exprès, qu'il t'aime, que tu as mal compris. Est-ce que tu penses que j'ai mal compris? Emma secoua la tête. Non, je pense qu'ils ont fait exactement ce que tu as dit, et maintenant ils sont forcés de l'affronter, et ils ne savent pas comment faire. Nous avons parlé pendant 2 heures. Emma n'a pas essayé d'arranger les choses ou de me convaincre de revenir. Elle a juste écouté, s'est excusée et a validé mes sentiments d'une manière que mes parents n'avaient jamais faite. Quand nous nous sommes dit au revoir en nous embrassant, elle a chuchoté, « Tu méritais mieux. Tu mérites mieux. J'espère que tu le trouveras. » Noël est arrivé et reparti. Je l'ai passé avec Rachel et sa famille, des gens qui me connaissaient depuis des années et célébraient mes succès sans comparaison ni compétition. Nous avons bu un peu trop de vin et joué à des jeux de société. Et j'ai illustré un portrait personnalisé de leur chien en guise de cadeau, ce qui a fait pleurer la mère de Rachel de joie. Mes parents ont envoyé des cadeaux. Un colis Amazon générique avec une écharpe en cachemire et une carte cadeau. Sans mots. J'ai donné les 2 à un refuge pour femmes. Marcus n'a rien envoyé. Lorraine a envoyé une carte avec un message bateau, « Je pense à toi ». Todd m'a totalement ignoré. Emma a envoyé un colis attentionné.
Un ensemble de stylos d'illustration professionnelle que j'avais dit vouloir, un livre sur l'histoire de l'art anatomique et un mot qui disait « Continue de créer de belles choses. Je t'aime ». J'ai gardé les cadeaux d'Emma. Alors que l'hiver laissait place au printemps, quelque chose a changé en moi. La colère s'est dissipée, remplacée par quelque chose de plus léger. La paix, peut-être, ou simplement l'acceptation. Je me suis jetée à corps perdu dans mon travail, acceptant des projets plus importants, des illustrations plus complexes. On m'a chargé de créer une série d'images pour une technique chirurgicale révolutionnaire qui allait être publiée dans des revues médicales du monde entier. Le chirurgien principal du projet a qualifié mon travail de « visualisation la plus claire de cette procédure jamais créée ». J'ai commencé à sortir avec quelqu'un rencontré lors d'un vernissage, un biologiste marin nommé Chris, qui trouvait ma carrière fascinante et posait des questions détaillées sur mon processus. Nous restions éveillés tard pendant que je lui montrais comment je construisais les couches de mes illustrations numériques, comment je faisais des recherches pour garantir l'exactitude anatomique, comment j'équilibrais l'art et la science. « Tu es incroyable », dit-il un soir, en me regardant travailler sur une illustration cardiovasculaire particulièrement complexe. La façon dont tu vois les choses, la façon dont tu les traduis en quelque chose que les gens peuvent comprendre et apprendre. Tu aides à sauver des vies. Tu le sais. Je le savais. Je l'avais toujours su. J'avais juste besoin que quelqu'un d'autre le voie aussi. Mon nombre d'abonnés Instagram a augmenté. Pas à cause de ce post unique, mais grâce au travail que je partageais régulièrement. Des étudiants en médecine et des internes ont commencé à me suivre, commentant la façon dont mes illustrations les avaient aidés à comprendre des concepts complexes. Des professeurs m'ont contacté pour me demander s'ils pouvaient utiliser mon travail dans leur programme. J'ai été invité à parler lors d'une conférence sur l'intersection de l'art et de la médecine. Ma vie est devenue plus pleine, plus riche, plus vibrante sans le poids des attentes familiales pour me tirer vers le bas. En juin, pour mon 33e anniversaire, j'ai reçu une carte de mes parents par la poste. À l'intérieur se trouvait une longue lettre écrite à la main par ma mère de sa belle écriture cursive. « Chère Jennifer », commençait-elle. J'ai failli arrêter de lire parce qu'elle ne m'appelait jamais Jennifer sauf si j'avais des ennuis. Mais j'ai continué. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi ces 7 derniers mois. Nous avons parlé à un thérapeute, séparément puis ensemble. Nous avons été forcés de confronter des vérités inconfortables sur la façon dont nous t'avons élevé, dont nous t'avons traité, dont nous avons échoué envers toi. Nous voulons dire que nous ne le faisions pas exprès, que nous ne réalisions pas, que c'était involontaire, et c'était peut-être vrai pour une partie, mais tu avais raison. Nous t'avons comparé à tes frères et sœurs constamment. Nous avons minimisé tes réussites. Nous t'avons considéré comme acquise parce que tu étais calme et que tu ne réclamais pas l'attention comme les autres le faisaient. Nous t'aimions, mais nous ne l'avons pas montré comme tu en avais besoin. Nous ne l'avons pas montré d'une manière qui comptait. Je ne sais pas si tu nous pardonneras un jour. Je ne sais pas si tu le devrais. Mais je veux que tu saches que nous voyons tout cela maintenant. Nous te voyons maintenant. Et nous sommes désolés. Nous sommes tellement, tellement désolés. Si jamais tu veux parler, nous sommes là. Si tu ne le veux pas, nous comprenons. Tu mérites d'être heureuse, aimée et célébrée. J'espère que c'est le cas maintenant, même si ce n'est pas avec nous. Bon anniversaire, ma chérie. Je suis fière de toi. J'aurais dû dire cela chaque jour de ta vie, je ne l'ai pas fait, et c'est quelque chose que je regretterai éternellement. Avec tout mon amour, maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai plié soigneusement et rangé dans un tiroir. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais même pas sûre de le faire. Mais 1 mois plus tard, j'ai envoyé un court email, pas pour me réconcilier, ni pour pardonner, mais pour accuser réception. J'ai bien reçu votre lettre. J'apprécie votre honnêteté. Je ne suis pas prête à reconstruire quoi que ce soit pour l'instant, et peut-être ne le serai-je jamais, mais je voulais que vous sachiez que je vais bien. Mieux que bien. Je suis heureuse. J'espère que vous pourrez trouver la paix avec ce qui s'est passé, même si nous ne réparons jamais ce qui a été brisé. Prenez soin de vous, Jen. Ma mère a répondu en moins d'1 heure. Merci d'avoir répondu. Je suis heureuse que tu sois heureuse. C'est tout ce que je veux vraiment pour toi. Je t'aime, maman. C'était il y a 6 mois. Je n'ai pas remis les pieds dans une réunion de famille. Je n'ai pas rejoint le groupe de discussion qui sonne encore de temps en temps avec des photos et des nouvelles. Je vois Emma toutes les quelques semaines pour un café ou un déjeuner. Elle me donne des nouvelles de la famille sans pression ni attente, et elle respecte les limites que j'ai fixées. Marcus et moi ne nous sommes pas parlé. Lorraine et moi avons échangé des messages polis après qu'elle a vu une de mes illustrations dans une revue médicale, mais rien de profond. Todd et moi sommes comme des étrangers. Mes parents et moi existons dans un étrange entre-deux.
Ils envoient des emails occasionnels, généralement sur des petites choses. Maman partage une photo du jardin. Papa envoie un article sur l'illustration médicale qu'il a trouvé intéressant. Je réponds parfois. Des messages brefs qui n'invitent pas à une conversation plus profonde, mais qui ne ferment pas complètement la porte non plus. Je ne sais pas si je reviendrai un jour. Je ne sais pas s'ils ont vraiment changé, ou s'ils regrettent juste d'avoir été démasqués publiquement. Je ne sais pas si 32 ans de délaissement peuvent être effacés par une thérapie et des excuses. Ce que je sais, c'est ceci, je n'attends plus qu'ils me voient. Je n'ai plus besoin de leur validation. J'ai dressé ma propre table, comme le disait ma légende Instagram, et elle est entourée de gens qui ont choisi de s'asseoir avec moi, qui me célèbrent, qui voient ma valeur sans avoir besoin qu'on leur dise qu'elle est là. Cette photo de l'action de grâce est toujours sur mon Instagram. Plus de 2000 mentions j'aime maintenant. Des centaines de commentaires de gens partageant leur propre histoire d'éloignement familial et la liberté qui en a découlé. Tous les quelques mois, quelqu'un de nouveau la trouve et me contacte pour me remercier d'avoir mis des mots sur son expérience. Parfois, je regarde cette photo, les visages souriants de ma famille, le lustre qui brille au-dessus, ce tableau parfait d'une dysfonction masquée en amour, et je pense à la fille que j'étais, assise à cette table, espérant que cette année serait celle où il la remarquerait. Je suis contente qu'elle soit enfin partie. Je suis contente qu'elle se soit enfin choisie. La famille qui m'a appris que je n'avais pas besoin d'elle avait raison, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Je n'avais pas besoin d'eux pour être heureuse. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance pour connaître ma valeur. J'ai trouvé tout cela par moi-même. Et vous savez quoi? C'est la meilleure des revanches. Pas la colère, pas l'amertume, pas le fait de les faire culpabiliser, juste vivre bien, juste être heureuse, juste bâtir une vie si pleine, si riche et si significative que leur absence ne laisse pas de vide, parce que je l'ai comblée avec des gens qui m'estiment vraiment. Chaque année, pour l'Action de grâce, j'organise un Friendsgiving chez moi. 20 personnes, peut-être plus, serrées autour d'une table que j'installe spécialement pour l'occasion. Des artistes, des scientifiques, des enseignants, des écrivains et des musiciens, apportant tous des plats, du vin, des histoires et des rires. L'année dernière, Chris a porté un toast à la gratitude. Et quand il est arrivé à moi, il a dit, à Jen, qui m'a appris que la famille est ce que l'on crée, et ce que nous avons créé ici est sacrément spécial. Tout le monde a levé son verre, me regardant avec une affection sincère, avec appréciation, avec amour. J'ai levé le mien aussi, en souriant. Ce vrai sourire, celui que je n'ai plus besoin de simuler. Et quelque part à l'autre bout de la ville, dans une maison avec un lustre de chez West Elm, mes parents se demandaient probablement pourquoi leur table semblait plus vide alors que tout le monde était encore là. J'espère qu'ils ont fini par comprendre. Mais honnêtement, ce n'est plus mon problème.